Aujourd'hui, je participe à une petite fête d'anniversaire entre amis grands amateurs de vin. Donc chacun va apporter des bouteilles. Je pense que le principal intéressé a prévu une dégustation assez dingue. Et donc j'ai décidé de proposer quelque chose qui soit différent. En plus, cet ami revient du Piémont, où il est allé visiter quelques grands noms du Barolo. Et donc j'ai pensé au Barolo, mais j'ai pensé aussi dans le même temps à une suggestion d'un des abonnés de notre canal qui m'a gentiment suggéré de déguster un jour ou d'ouvrir un Giacomo Conterno. Alors voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui d'ouvrir un Barolo de Conterno. Alors c'est une grande maison, c'est une des plus grandes maisons sur l'appellation Barolo. Donc là, en l'occurrence, comme j'aime bien les vins anciens, je me suis tourné vers une Riserva 1958. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une très vieille maison qui a des racines au XVIIIe siècle, mais qu'en fait, en tant que domaine, a commencé à exister au début du XIXe, sous la houlette d'un Giovanni, qui était le père de Giacomo. Mais c'est vraiment Giacomo qui a été le premier, en tout cas un des premiers dans le Piémont, à mettre le vin en bouteille. Et donc, ce Giacomo a œuvré jusqu'à la fin des années 50. Donc, 1958 est son dernier millésime, puisque, à part entière, puisqu'à partir de 1959, son fils Giovanni, qui est décédé en 2004, donc il y a une vingtaine d'années, et qui a beaucoup marqué aussi l'histoire de ce fabuleux domaine, a donc commencé à travailler auprès de son père et ensuite son frère Aldo en 1961. Donc 1958, c'est le dernier millésime. Alors il a été complètement fait de bout en bout. Moi je pense que son fils a participé, en tout cas, mais à l'époque, donc ces Barolo et Barolo Riserva étaient des vins faits à partir d'achats de raisins dans le Piémont. Et c'était des vins que Giacomo Conterno considérait comme étant des vins de très grande garde et qu'il ne fallait pas toucher avant 20 ans. 20, 30, 40 ans pour certains. Donc je me suis dit, je vais prendre le risque avec cette bouteille de 1958. Bien entendu, on va au-delà des 40 ans, mais si c'est des vins de très grande garde, pourquoi pas? Voyons voir. Et donc, je me suis attaqué à cette bouteille que j'ai décapsulée. Et ensuite, j'ai voulu enlever le bouchon, mais il n'y avait absolument rien à faire. Rien à faire. Le bouchon, dès que je le touchais, il descendait. Alors, du coup, ce que j'ai fait, simplement, je l'ai enfoncé dans la bouteille et j'ai immédiatement décanté le vin. Parce qu'en plus, il y avait pas mal de dépôts. Donc, tout ça a fait que le vin est devenu un peu plus, un peu plus net. Et donc, c'est ce vin-là, qui est en carafe, que je propose de déguster devant vous, avant de l'emmener à cette soirée anniversaire, pour faire goûter à mes amis, et en particulier à mon ami qui fête son anniversaire. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, bien entendu, le bouchon était tout en haut, mais il était fragile, c'est le moins qu'on puisse dire. Et une fois qu'on a ouvert la bouteille, on ne peut pas savoir si ça n'a pas tourné au vinaigre, si c'est encore buvable. La couleur est une couleur d'un vin très évolué, ça j'ai pu le voir en filtrant le vin. Et bon, maintenant c'est le moment de déguster et de voir ce que ça donne réellement. Donc bon, ça va être la surprise du chef. Bien, j'ai pris un grand verre pour exhaler les arômes, de manière à pouvoir permettre au vin de s'aérer. Je pense qu'il va continuer à s'aérer dans la carafe, que je vais reboucher, pour ne pas le laisser trop en contact avec l'air. Voilà, donc il est bien bouché. Il est bouché exactement comme une bouteille de vin, donc il n'y a pas de différence. Même si ici, le contact avec l'air est plus important que dans une bouteille. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Et puis on verra, peut-être que le vin est extrêmement solide et qui tiendra la route ou qu'il est déjà foutu. Alors, la couleur est une couleur assez, euh, assez brunâtre, même brune. Il n'y a plus beaucoup de fond de rouge, ce qui laisse quand même présager peut-être une évolution excessive, je ne sais pas. Et qui plus est, la robe est trouble. Donc on voit à peine à travers. Et les troubles, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de dépôts quand j'ai filtré le vin. Mais aucun parfum m'est sorti d'un parfum de vinaigre. Donc je me suis dit, je vais quand même prendre le risque et déguster le vin. Bien, voilà. Alors, le nez, quand même,
ressort des arômes d'un vin vieux, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Pas tant dans le style de vin que j'ai pu déguster dans les Bordelais ou dans les Ribera del Duero ou dans les Rioja avec des arômes de fruits secs. C'est plus côté très mentholé, très très mentholé, qui pique au nez. Je sais pas, ça se trouve, il a complètement tourné. On va voir. Quelqu'un fait alors je trouve une autre bouteille, hein, parce que je ne vais pas amener un vin tourné, hein. Alors là, c'est une grande surprise, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout. Là, c'est un très beau vin, très très beau vin. C'est marrant parce que le contraste entre le nez qui me semble un peu curieux, encore que là, ça fait pas longtemps que je viens d'ouvrir, donc il faut le laisser s'aérer. On a encore un tout petit peu le côté un peu renfermé, carton, vous savez, sur des vins vieux qui après disparaît. Et là, on commence à sentir plus d'arômes. Ah oui, là, c'est beaucoup plus intéressant. Là, on voit un peu plus de champignons, un nez légèrement truffé. Et alors, en bouche, je vais les regoûter là parce que ce fut un choc. Là, c'est une grande douceur d'épices douces, avec une superbe acidité, magnifique, hyper équilibrée, et une très belle profondeur d'un vin qui a encore beaucoup de vigueur. C'est un vin qui parle, j'ai déjà dit sur d'autres vins, mais il y a des vins, moi, qui me laissent de marbre, qui sont parfaits, euh, souvent d'ailleurs dans des vins plutôt jeunes que vieux, je dois reconnaître. Je trouve une émotion dans des vins très jeunes, attention, hein, mais je trouve aussi parfois une émotion dans des vins vieux. Là, ce n'est pas le vin architectural, grande structure, comme peuvent l'être des grands châteaux bordelais, certains, pas tous. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus furtif, avec une forme de structure qui est beaucoup plus mobile, euh, une aromatique qui fait penser à des champignons, même des morilles, euh, et une fin très légèrement fumée qui va un tout petit peu sur le cigare. Il y a beaucoup de poésie dans ce vin. On pourrait presque écrire un poème pour le décrire. Mais il y a surtout en milieu de bouche, cette acidité qui est d'une très grande vigueur et qui, personnellement, moi, me transporte. Et en même temps, il est presque insaisissable parce qu'il y a des arômes furtifs qui passent, mais ensuite, ne vous détrompez pas, il y a beaucoup de matière, évidemment d'une grande finesse, et puis surtout une très belle longueur en bouche. Alors déjà, la troisième gorgée n'est plus la même que la deuxième, n'est plus la même que le premier. L'acidité est en train de se fondre dans le vin et ne plus faire qu'un tout, qu'un seul ensemble. Et il y a ce côté champignonné, presque cigare, tabac, un beau tabac Havane, qui transporte le vin avec quand même du fruit qui est là, qui n'est pas trop reflété dans cette robe, mais je peux vous assurer que, voilà, je secoue un peu pour que vous voyez la robe, mais je vous assure, c'est un vin qui est très costaud. Je pense que pendant la soirée, il va évoluer. J'espère qu'il va plaire à notre groupe d'amis. On verra. Je reviendrai vous raconter cette soirée parce que j'ai une petite idée au moins d'un des vins que nous allons avoir la chance de déguster ce soir. Mais là, j'espère en tout cas que cette bouteille-là, assez unique et assez rare, va plaire à tout le monde. Et en tout cas, merci pour la superbe suggestion, pour parler de ce domaine qui est absolument un immense domaine de Barolo, qui continue évidemment à produire de grandes cuvées. Sachez qu'aujourd'hui, il y a deux domaines donc, qui sont des fils de Giovanni. Donc Giovanni et Aldo, les deux fils de Giacomo. Et donc Giovanni maintenant est décédé, c'est son fils qui a repris. Et il y a l'autre domaine, Aldo Conterno, que j'aurai, j'espère en tout cas, l'occasion de déguster. En tout cas, il représente une partie de l'immense patrimoine
de l'appellation Barolo dans le Piémont. Je vous dis santé et donc de toute façon à très bientôt. Un compte rendu après cette soirée où j'ai apporté ce Barolo de Conterno. Bon, c'était une soirée anniversaire entre amis et nous avons fait en 2 fois une sorte d'apéritif, enfin apéritif, dégustation de vins divers et variés. Et suivi ensuite, nous sommes allés au restaurant pour dîner ensemble. Et là, il y avait d'autres vins. Donc, on a pas mal goûté. Et donc, quand je suis arrivé, j'étais arrivé un tout petit peu en retard, parce que de toute façon, je ne pouvais pas arriver avant. On m'avait gardé un peu de vin des bouteilles qui étaient déjà entamées. Et donc, on a commencé à l'aveugle. Enfin, ils m'ont fait commencer à l'aveugle avec un vin blanc. Alors, je ne savais plus quoi dire parce que j'avais un peu de mal à les situer. Je le situe un peu plus dans le sud. Mais à un moment donné, je me suis laissé imaginer que c'était un vin de Chenin blanc. Mais je n'ai pas persisté davantage dans cette... voilà ce que j'aurais dû. Parce qu'il s'agissait d'un vin d'Anjou que je ne connais absolument pas et que j'ai franchement découvert, qui s'appelle le Clos de Juchepy, donc qui est un Anjou sec, parce qu'en Anjou, on a des Anjous moelleux. Là, c'était un Anjou sec. Et c'était vraiment un beau vin, je découvre. Je ne sais rien sur le domaine, j'ai essayé de me renseigner et en regoûter parce que j'ai vraiment aimé. Ensuite, donc, notre hôte qui fêtait son anniversaire avait ouvert une belle bouteille, en tout cas au moins une, l'Ermitain, qui est un des plus grands vins du Priorat. C'est le vin d'ailleurs, avec le Clos Mogador, c'est le vin qui a fait pour la réputation aujourd'hui de Priorat, et en particulier suite à une excellente plante. Je me demande si ce n'était pas un sang qui était donné par Robert Parker, qui est tombé amoureux de ce vin. Donc c'est Álvaro Palacios, c'est un vigneron de la Rioja. C'est toujours étonnant de se dire que finalement le Priorat a été promu par un Français, un Riojano. Et donc là, c'est des vieilles vignes de ces parcelles-là qui sont réservées pour l'Ermita, qui est un des grands vins du monde. Donc c'est en 97, un vin qui a une certaine maturité, qui est d'une grande sagesse dans cette maturité-là, mais encore beaucoup de potentiel. C'est un vin qui peut encore durer quelques temps. Moi, personnellement, j'ai été assez captivé par ce vin-là. Je goûte peu des vins d'Álvaro Palacios, je ne suis pas toujours emballé. Là, il y avait matière, en tout cas. Il y avait une concentration, il y avait de belles choses dans ce vin-là. C'était une belle expérience, en tout cas j'étais heureux d'avoir goûté ce vin-là. Ensuite, mon ami Roberto était venu avec son dernier vin. Alors ça va surprendre beaucoup de gens. C'est un vin qui s'appelle Old World. Old World parce qu'en fait, ils ont des vieilles vignes, très vieilles vignes de 130 ans. Donc c'est Dragon Glass, un vin que j'ai eu l'occasion déjà de commenter ici. Ils ont de vieilles vignes de Tempranillo dans la région du Toro, en Castille et Léon, et de vieilles vignes aussi à Napa, sur une des plus belles parcelles, en tout cas un des plus beaux climats de la Napa. Et avec ces deux vins, ils ont fait un vin, une petite cuvée qu'ils ont appelée Old World, qui est donc une cuvée numérotée extrêmement limitée en nombre de bouteilles. Et donc là, j'ai eu l'occasion de goûter ce vin et j'ai dû trouver un profil qui me faisait penser quelque part à certains Vega Sicilia des années 60, ceux qui contenaient plus de Cabernet qu'il en est. Et certains Vega Sicilia qui ont eu jusqu'à 40% de cépages autres, cépages bordelais. Donc là, en l'occurrence, je pense que les vignes sont de la Napa sont du Cabernet Sauvignon. Et donc là, effectivement, ça me faisait penser à ce profil-là, à cette même sensibilité, cette même sensation. Donc j'étais assez surpris de goûter ce vin. Ensuite, parce qu'en plus, bon, il a une belle profondeur, il a une superbe longueur en bouche, et puis ce côté,
je ne sais pas comment le décrire, hein, c'est à la fois puissant sans être démonstratif. Ensuite, nous avons goûté, alors ça c'était très surprenant, un Duard Milon, donc Rothschild, euh, de 1984. Alors 1984, c'est pas une grande année, c'est même une année assez pourrie. Et là, j'étais assez surpris de me rendre compte que finalement, sur des petites années, parfois on peut avoir des surprises. Et donc là, c'était effectivement une belle surprise. C'était un très beau vin qui m'a beaucoup plu dans un profil de Bordeaux des années 80, très typé 80-90. Le profil a changé de nos jours. En tout cas, ça faisait un vin assez superbe. Alors bien entendu, nous avons dégusté le Conterno de 1958. C'était un moment que j'attendais parce que bon, moi j'ai beaucoup aimé et puis on ne sait jamais comment. Bon, c'était en plus 2 heures plus tard, on ne sait pas comment le vin a évolué. Je l'ai transporté alors le mieux possible dans un sac légèrement réfrigéré qui ne prenne pas la chaleur en ces temps d'été. Et bon, et je l'ai fait déguster à l'aveugle. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a pensé au Piémont. Je pense même Carlos, celui qui organisait pour son anniversaire. Il a pensé au Piémont parce qu'il y était. Il revenait du Piémont et ça lui a fait penser à des aromatiques piémontaises. Et il avait raison. Euh, bon, le vin a beaucoup plu. Beaucoup plu. À l'unanimité, c'est pas souvent le cas. Euh, les différentes personnes qui ont goûté, donc chacun a quand même un palais différent, des sensibilités différentes, des arômes en mémoire qui sont différents. Ben, chacun a finalement trouvé quelque chose de particulier dans ce vin. Donc ça me fait plaisir de voir que ça leur faisait briller les yeux. Avant même d'avoir vu la bouteille, parce que moi j'aime bien faire goûter à l'aveugle. Et comme ça, les gens n'ont pas de préjugés, ils ne sont pas influencés. Mais personne n'imaginait que ce vin pouvait avoir cet âge-là. C'est ça ce qui est assez fantastique. Donc 65 ans, 66 ans, presque 67 ans presque. Et non, on lui donnait probablement 20 à 30 ans de moins. Et c'est un grand moment de, 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 de voir l'animation de ce qui pouvait motiver les gens à aimer ce vin. En tout cas, moi j'étais encore plus heureux de le regoûter, mais surtout de le faire goûter. Voilà. Alors ensuite, nous sommes allés au restaurant et là, il y avait 2 bouteilles qui étaient apportées. Ensuite, nous avons commandé d'autres vins, mais les 2 bouteilles qui étaient apportées étaient un Tondonia 976 et un Bourgogne de 1996, donc 20 ans plus jeune, qui étaient des bonnes les reversés premier cru de Camille Giraud. Alors j'ai passé très vite sur le Tondonia 976 parce qu'il était pour moi était foutu. Et Dieu sait que je suis assez résilient quand je goûte des vins vieux, mais là, il y avait une telle acidité qui commençait un tout petit peu à piquer. On n'était pas encore au vinaigre, mais on était quelque part entre les deux. Et c'était très difficile d'apprécier le vin. Donc, bon, j'ai fait un effort plusieurs fois, j'ai essayé de le goûter, mais sans succès, donc j'ai laissé tomber. Le Beaune était un bon vin qui tenait bien la route. Alors, une couleur un peu évoluée, bien sûr, pour presque ses 30 ans, mais avec un assez joli fruit encore, mais déjà des arômes tertiaires. Et pendant le cours du repas, nous avons goûté 2 vins, alors on va dire plus locaux euh, que le Beaune. Là, c'était donc un Marquès de Murieta en 2020, qui était vraiment hyper bien fait. Alors là, le Tempranillo tel que je peux l'apprécier, avec un bel élevage qui n'est pas trop présent, justement, qui est assez fondu déjà, euh, un vin qui a bien, qui a de la chair, qui donne envie en fait vraiment de déguster. Et puis un autre vin que je ne connaissais pas du tout, qui pour moi était une découverte, qui s'appelle le Titan del Bendito 2022. Alors jeune, encore jeune, c'est un taureau, donc toujours avec le même cépage, donc du Tondonia qui malheureusement était abîmé, mais à ces deux-là, donc toujours le Tempranillo. Et là, une autre expression que j'ai
pas mal apprécié. En tout cas, c'est une maison senti qui a quand même pas mal évolué ces dernières années, mais qui a aussi eu une superbe période de gloire dans les années 90, je crois, et qui est aujourd'hui un peu moins connue. Mais j'aimerais bien goûter leur vin vieux pour justement essayer de toucher du doigt comment ces vins évoluent. Donc, et puis un, un cockpinat, comme on dit, parce qu'il y a des cavas qui sont sortis de l'appellation cava. Et donc là, c'était un Ricardo Brut qui était très frais. On avait besoin d'un peu de fraîcheur. Donc, tout cela servi sur des entrées et puis une viande de bœuf qui était exceptionnelle. Alors, la viande de bœuf avec un vin aussi corpulent que le Titan del Bendito et même avec le Marqués de Murrieta, ça passait super bien. Et c'est vrai que nous avons pu encore davantage apprécier les vins à table, parce que c'est vraiment des vins de gastronomie. Et cette soirée-là, ben, on était sur une table, autour d'une table, et puis c'est terminé plutôt assez, évidemment, dans la bonne humeur, heureux, et heureux surtout de partager ce moment avec mon ami qui fêtait son anniversaire. Donc bravo, chapeau. En tout cas, c'était une très très belle soirée, pleine de générosité et puis pleine de partage et de passion. Euh, voilà, bon, donc ben, je vous dis sûrement à une dégustation très prochainement, et puis à bientôt.